Dès 1947, vous avez pu découvrir ses dessins dans Témoignages chrétiens et puis au Figaro jusqu'en 1981. Vous avez également découvert ses dessins dans La Croix ou Le Point, si vous êtes lecteur. Mais c'est surtout à la télévision qu'il a conquis le cœur du grand public dans Le Petit Rapporteur, émission mythique s'il en est, suivie de La Lorgnette d'ailleurs. Ses initiales tiennent en 4 lettres. P comme prodigieux, I comme irrésistible, E comme extraordinaire, M comme modeste. Piem est dans la place. Bienvenue Piem à VIP. Alors, P comme prodigieux, I comme irrésistible, E comme extraordinaire, M comme modeste, c'était une de vos boutades pour vous décrire. Quand j'ai cherché sur Internet, je cherche toujours le nom de mes invités. Je marque Piem. Et vous savez sur quoi on tombe en premier ? Comme quoi la gloire, qu'est-ce que c'est? Peinture, industrie, équipement matériel à Toulouse. Je la connais celle-là, elle est très belle. J'ai vraiment beaucoup ri. Non. Piem, Pierre-Georges-Marie de Barrique de Montvallon, qui est votre nom en entier, noble famille française, s'il en est. C'est vrai que les gens vous ramènent toujours au Petit Rapporteur avec Jacques Martin. C'était la grande époque. C'est le drame, d'ailleurs, dans une certaine mesure. Donc, parce que bon, lorsque Martin m'a proposé cette émission, nous sommes restés, enfin lui est parti, je suis resté, très différents. Le rire, l'humour. Mais je décidais au Figaro à ce moment-là, et Martin, à juste titre d'ailleurs, a pensé que participant à son émission, il allait toucher un public plus large que le public dit populaire qui était son public à lui. J'ai hésité à y aller parce que, comme maintenant d'ailleurs, je suis mieux que l'image que je donne d'être. L'image, c'est une trahison. Et je me méfiais de Martin. Mais j'ai gardé pendant toute cette période la méfiance vis-à-vis de lui, et ça a donné un certain intérêt à l'émission. C'est-à-dire, comme dans ce cas, notre dialogue, quand il y a une résistance, il faut prouver qu'on a raison, il faut prouver qu'on est dans le vrai. C'est pas du mou. Si je pense à la télévision d'aujourd'hui, cette espèce de mollasserie, de bave de limaces, c'est insensé. C'est la honte de la démocratie. Bon. Mais avec Martin, il y avait quand même plus de piquant. Et c'était une fois par semaine, et ça touchait un grand public parce qu'il y avait à l'époque, quand on a commencé, qu'une seule chaîne. Après, il y en a eu 2. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas du tout si cette émission aurait le même impact. Oui, mais je crois aussi qu'à l'époque, vous inventiez la télévision tous ensemble et que vous ameniez tous cette équipe vraiment, en fait, pas de briques et de broc, c'était pas ça, mais vous étiez vraiment tous très différents. Ma génération a pu revoir des émissions du Petit Rapporteur et vous apportiez un ton nouveau, décalé, et vous n'hésitiez pas, quoi. Ça tapait dur, hein, des fois. Oui, mais la présidence de la République, c'était qui à ce moment-là? C'était en quelle année? 75? 75, mais on était avec Giscard. C'est ça. Il tapait dur, lui aussi. Non. Oui. À ce moment-là, effectivement, ce sentiment, l'image, arrivant chez les particuliers, avait un impact formidable. Mais c'est pas... je le savais, mais enfin, ça a été plus fort que prévu. Voilà. Nous avons été nous-mêmes étonnés du succès de l'entreprise. Quand j'en suis parti, c'est parce que le jeu était trahi, était tronqué. Ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est 90 ans qui le dit, c'est de découvrir, c'est d'y aller, c'est ça. Et là, on a découvert quelque chose ensemble, on était différents. Et puis il y a eu cet écho avec le public. Le monde était tout à fait différent. On riait vraiment de choses vraies. Aujourd'hui, on rit de choses commandées. C'est un système différent. On engage des gens en disant... On se fout de ce que tu penses, l'essentiel fait rire. Et il démontre. Alors là, c'était beaucoup plus spontané, parce que j'étais très différent de Martin. J'ai dit du mal de lui, c'est mon habitude, je sais bien faire. J'espère qu'on aura l'occasion encore d'en descendre quelques-uns. Mais j'étais maladroit, j'avais à apprendre des choses. Ces défauts étaient aussi des formes de qualité, comme chez moi, mes qualités sont des défauts. Alors c'est vrai qu'à l'époque, vous aviez 50, 52 ans, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, vous étiez un jeune... Non mais, écoutez, ça fait 10 ans que cette émission existe. Vous êtes mon invité le plus âgé et j'en suis carrément fière qu'à 90 ans, vous veniez nous voir. Et voilà, il se lève. Mais je sais que je la regarde, votre émission. Vous avez bien raison. Oui, je la regarde parce que je peux couper le son. Bien. C'est pas grand-chose. Si, on peut parler des images aussi. Mais c'est votre monde.
l'image. C'est vrai que nous, on vous reçoit, alors c'est un gros prétexte, hein. C'est la réédition de ce volume qui a 20 ans. Petits-enfants, grands-parents, mode d'emploi, c'est au Cherche Midi. Les textes comme les dessins sont de vous, Piem. C'est une réédition, mais ça fonctionne toujours, hein, franchement. Parce que je ne pense pas qu'en 20 ans, les relations entre grands-parents et petits-enfants aient tant bougé que ça. La technologie est arrivée, les portables sont arrivés, Internet est arrivé. Ça a dû être plus compliqué encore qu'à cette époque. Mais ça reste une problématique de toutes les époques, ce rapport-là. À partir du moment, là, pour ce livre, l'élément fondamental, et il l'est encore aujourd'hui, c'est l'affection. Bon, à partir du moment où on n'a pas peur d'aimer les autres, et que les autres vous apportent quelque chose, à ce moment-là, c'est éternel, je l'espère. Mais lorsqu'il s'agit d'un jeu, où il s'agit d'abattre l'autre, de le condamner, et les relations grands-parents-enfants sont pas souvent faciles, parents-enfants aussi, c'est une autre approche. Je suis plutôt combatif. C'est-à-dire que dans ma nullité, j'ai compris une chose, c'est qu'il fallait faire des choses ensemble, en commun. Ce n'est pas blablabla, c'est tu feras ça et tu feras ça. C'est-à-dire une solidarité. Et ça m'a toujours tenu. Et dans l'équipe du Petit Rapporteur, c'était ce genre d'aventure. Dans l'Église, j'avais envisagé d'être pape pendant un moment. Alors donc, et vous ne l'avez pas fait. Ça dit, vous n'avez que 90 ans. Oui, la porte est ouverte encore, que je sache. Je suis allé à Rome, invité par Jean-Michel Di Falco. Oui, qu'on connaît bien ici. Et pour cause, c'est son métier. Bon, passons. Moi, j'ai deux grands copains que j'aime citer ici parce qu'ils sont mon alimentation, ma vérité, parce qu'ils sont poètes tous les deux. Et que je crois que ce qui peut me rapprocher le plus de ce que je ne comprends pas, c'est la poésie. C'est les mots qui, à travers les mots, ont un sens, une odeur, une valeur. Ça, c'est formidable. Et alors qu'on me trouve des poèmes dans les Béatitudes ou je ne sais quoi, et quand c'est passé à la télévision, c'est plus insupportable. Il faudra d'ailleurs, dans vos émissions d'église, éviter les gros plans, je dis ça, les gros plans de l'homme en prière. Qu'est-ce que c'est chiant d'être vu par la télé. Parce que la caméra arrive, il sait bien qu'il est filmé en gros plan. Alors, où il prend des airs comme ça, où il jette des coups d'œil à son voisin, on n'en a rien à foutre. Cela dit, pour traduire une atmosphère de prière, il faut bien montrer des priants. Alors, je n'ai pas de réponse. Hein. Je vous signale que moi, ça me dérange. Que tout d'un coup, on voit un type qui est là, il est là, mais qui devient acteur d'une cérémonie qui reste très personnelle. Non, mais c'est une vraie réflexion de mise en image qui est intéressante. Tout à fait. Je n'ai pas la réponse. Comment faire pour ça? Et vous vouliez nous parler de deux amis, parce que vous avez dit « je vais par la poésie pour comprendre ce que je ne comprends Gabriel pas ». Ringlet, recteur de la faculté de Louvain, oui, fabuleux personnage. En Belgique, grosse faculté catholique, hein, Louvain. Oui, mais c'est quelque chose. Hein. Ce sont des vrais. Hein. C'est pas n'importe quoi. Et qu'est-ce qui vous apporte, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Il vous apporte je suis lâche. Je suis lâche. Vous êtes lâche? Oui, je suis lâche. Et comme tout ça me dépasse, j'aime dire oui, mais je suis comme. Vous voyez, moi, c'est comme Ringlet. Donc, écoutez-le. Avant, ça peut être Peggy, mais c'est Ringlet, c'est lui. Lui, c'est moi. Il le dit, on est amis. Donc, je suis ce que je suis, mais ça n'a rien à voir. Faire confiance à quelqu'un qui vous ressemble et qui vous représente à ce personnage mystérieux. Qu'est Dieu? Oui, c'est ça. Alors, lui, c'est plus difficile. Hein. Ça, c'est évident, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Hors émission, vous m'avez parlé d'un livre de Ringlet sur la résurrection que vous avez lu, donc c'est que le sujet vous intéresse. Bien entendu, mais je n'ai pas dit que les sujets ne m'intéressent pas, mais ce n'est pas parce qu'ils m'intéressent que j'ai raison ou que je pratique, comme on dit. Une édition, une éducation religieuse bourgeoise, moyenne, vous voyez ce que c'est, le sexe. Absolument jamais en parler. Quitte à ce qu'après, on se retrouve complètement déboussolé devant ce genre étonnant, où on n'y est pour rien d'ailleurs, quitte à faire toutes les condamnations du monde. Avec Ringlet, avec Besquière, Gérard, fabuleux, journaliste à la Croix, lui aussi. Poète. Ce sont des mots qui touchent. Ça sort. Bon, le latin c'est très bien, mais enfin ça rime à rien. La faiblesse de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on attend de François, le pape? Justement le contraire. Mais si c'est pas le contraire, c'est foutu, on le sait bien ça. J'ai pas été
Bon, j'ai travaillé à la Croix, j'étais dans ce monde-là, mais j'étais passif, quoi. Ça m'intéressait de voir que... Vous étiez observateur. Voilà. Mais c'est votre rôle, finalement, de dessinateur, d'être observateur du monde, d'être un peu en retrait. Je ne suis pas que dessinateur, j'écris aussi et je vis aussi. Non, au cas les dessinateurs, bien sûr, je vais dessiner à Charlie Hebdo si ça continue. Non, merde, c'est n'importe quoi. Non, je suis vivant, homme, marié, 64 ans de mariage. 67. Combien d'années de mariage? 67, je crois. Ça existe encore, 67 ans de mariage. N'en abusez pas. Wow, n'en abusez pas génial. parce que c'est beau et c'est la vie. Ouais. Compte tenu qu'une famille, c'est la vie, que ça a représenté pour nous et des joies et des drames. J'ai rien contre les drames, parce que la vie est un drame. J'ai tout contre le rire creux, contre la paix bétifiante, mais j'aime pas souffrir. Je n'aime pas les drames. Cette question a déjà été posée tellement de fois. Pourquoi est-ce que le Père supérieur, il a accepté... Permet le mal. Oui, parce que j'ai fait un livre sur Dieu où j'ai la réponse. Ah bon? Oui, oui. C'est quelqu'un, un adolescent, qui demande donc à un homme adulte, qui lui demande « Mais pourquoi Dieu a permis le malheur ?» Et l'homme lui répond « Parce que... » C'est définitif. C'est définitif. On ne discute pas de ça. C'est parce que c'est comme ça. Mais non, alors justement, à partir du moment où ça n'est pas comme ça, j'admets toutes mes erreurs. Parfois même, je les aime. Il m'est plus difficile de penser... se réveiller d'une anesthésie. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps. Et vous avez été opéré d'un cancer il y a 6 mois. Oui, c'est formidable. À 90 ans, c'est quand même pas rien. C'était pour mon anniversaire. J'ai eu ce joli cancer, enlevé comme ça. J'ai rencontré des gens merveilleux, qu'on ne rencontre pas dans la vie tous les jours. Des assistantes médicales, des femmes qui ont des problèmes, qui vous prennent en charge. C'est formidable. Le deuxième jour, je sortais de l'anesthésie, je crois, j'étais dans un couloir, il était 5 h du matin, les pieds nus, le carrelage, me voilà en train de... Et j'entends une dame qui me dit « Et le vieux monsieur, est-ce qu'il a fait son caca ?» Mais c'était formidable, ça. J'en ai pris plein la gueule, et tout d'un coup, cet homme-là se retrouve au stade mineur, enfin mineur, non, réel. Basique, finalement, du fonctionnement du corps. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vécu une vraie vie avec des vrais gens. Et ce que je crains et regrette aujourd'hui, on cherche midi à 14 h, c'est pas des émissions à la con pour plaire à tout le monde qui va faire rencontrer les gens. Ils ont besoin d'autre chose. Ils sont pas nuls, ces gens-là. Bon. Donc, c'est pour ça que je veux exister encore. Et c'est pour ça que je suis en colère, souvent, contre l'usage qui est fait de l'humour. L'humour, c'est très important. C'est une sauvegarde, mais c'est très dangereux. Le reste, c'est de la rigolade, ça n'a rien à voir. Ils sont tous là. Le public lui-même, je ne vais pas citer des noms, si je dis Ruquier, c'est par hasard, parce qu'il me semble qu'il passe à la télévision de temps en temps. Tout le temps. Tout le temps. Et tout le public derrière, Ruquier, la gueule ouverte, comme s'ils avaient dit quelque chose de génial. Mais c'est con. Ils ont dit des conneries. Et le public qui les regarde, on en a fait des victimes. D'où le fait que, n'allant plus à la messe, il faudrait peut-être que ça s'arrange. Mais regardant la messe du jour du Seigneur, du jour du Seigneur, oui. Il faut qu'il fasse un peu attention au sourire. Comment il s'appelle, le gentil présentateur? C'est David Millat, je pense, oui, qui est un ancien catéo. Voilà. Il faut qu'il fasse attention au sourire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va lui dire à David? Parce qu'il est figé. David? Oui. Ah bon? Non, on voit trop ses dents. Ah bon? Eh ben, je lui dirais, David, si tu nous écoutes, on voit trop tes dents. C'est Piem qui le dit. À partir du moment où on donne une image de ce qui n'est pas imaginable. Tenez, je cache les miennes. Allez-y. Non, moi, ce sont des fausses. Alors, je peux y aller, je peux les mettre dans ma poche, dans le bénitier. L'image que l'on donne, je l'ai pratiquée avec l'émission dont vous avez parlé. Il faut savoir, là, je dis des bêtises, j'avais promis à Elisabeth que je n'allais pas dire trop de bêtises. C'est votre épouse, Elisabeth? Oui. Celle qui vous supporte depuis 64 ans? Voilà, c'est ça. Oh, quelle femme. Oh, c'est bête ce que vous avez dit, c'est banal. C'est banal. Oui, c'est banal. C'est pas grave. Je ne me supporte pas, on vit ensemble, voilà, c'est tout. Et si on vit ensemble, les aventures qu'on a vécues, des enfants qui meurent du sida, ou qui vous quittent aussi brutalement, une petite fille qui se pend, et on est toujours ensemble, et je crois encore, en quoi? En l'amour. Je cherchais un mot pour remplacer Dieu, puisque si Dieu n'est pas amour, alors qu'est-ce que l'amour? Non, mais c'est bien l'amour, hein, c'est ce qu'il définit mieux. Qu'est-ce que l'amour s'il n'y a pas Dieu dedans? Ou si Dieu l'ignore? On
On vous attribue le mot d'humaniste lucide. C'est vrai que la lucidité, c'est une des caractéristiques des humoristes, qu'ils soient humoristes sur scène ou humoristes sur papier. Lucidité, parfois mauvaise foi, il en faut. Vous revendiquez ce côté lucide. On voit qu'à 90 ans, la colère est toujours là, la colère est toujours vivante, est toujours nécessaire. Humaniste, sûrement. Oui. Lucide? Bon, je le craindrais. J'aimerais ne pas l'être. Parce que la lucidité en question m'amène plutôt au désespoir. C'est pas le désespoir, c'est la bataille. Être lucide, ça veut dire, ça peut être mieux, et on a il y a moyen de changer les choses. Regardez ce dessin. La pensée unique, une banderole La pensée unique, et tous ces gens à quatre pattes avec numéro 1 dans le dos qui vont prendre le départ d'une course sous cette banderole pensée unique. Oui. Voilà, ça, on est dans la à vos marques, quelqu'un qui dit à vos marques, 3 oiseaux qui volent. Oui, je suis très content de voir ce dessin retenu, parce que pour moi, c'était un dessin qui n'avait pas rendu ce que je voulais donner. Ah. Je voulais que ça soit encore plus fort, en marche, et une seule place. Bon, mais c'est bien. Donc, que vous l'ayez retenu, j'en suis pas mécontent. Surtout qu'il y a un mur derrière ce départ de course, et donc tout le monde va foncer dans le mur. Oui, moi, je le trouve fort, ce dessin-là. C'est quand même vrai, et celui qui dispose de la vérité, s'il n'est pas là pour l'offrir aux autres, c'est monstrueux, parce que les autres vont y croire. Enfin, je fais référence à quoi? À une église ancienne, à une éducation religieuse banale ou classique, à des déceptions de la part de ceux qui avaient été en charge de mon éducation dite religieuse. Le mur, et bien sûr, il existe. Dans ce passage assez court que j'ai fait au Vatican pour Di Falco, Léandri, c'était pour illustrer des thèmes sur le rassemblement de l'Église. C'est très pénible. Il y a une pesanteur. Il a du mal, François. Avec les ors et les apparats, vous voulez dire? Oui, comme et tout ce que ça veut dire. Comme dans n'importe quelle Maison Blanche ou Élysée, il y a tout un qui ressemble certainement pas à cet homme-là. J'ai connu l'Église ou Dieu à travers la pénition. Ma mère me l'a dit. Elle me disait, quand je faisais pipi au lit, je le faisais assez souvent, je dois dire, elle me disait que je faisais de la peine au petit Jésus ou à sa maman. Il y a un dessin qu'on vient de voir, je voudrais qu'on le revoie parce que ça parle un petit peu de tout ça. On voit des traces de pieds, des traces d'hommes qui circulent. Et puis on a un petit bonhomme qui est carrément dans la terre, dans une des empreintes de pas, et il dit « Il m'a montré la voie, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur ». Absolument. C'est fort, ça aussi, ça fait mal un peu. J'en suis pas mécontent. Ouais. Mais j'ai presque pas osé le faire, ce dessin. C'est-à-dire que quand j'ai été amené à exprimer la différence, très souvent on suit les traces de... Mais c'est vrai que... Les traces de son père, de son mentor... Oui, mais les traces vous enfoncent quelque part. C'est le poids de l'héritage, c'est ça? C'est le poids de l'héritage avec lequel il faut faire, quoi. C'est-à-dire, bon, mes parents m'ont aimé follement, c'était un bel amour vrai. Donc, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Le constat, je sais et je vous montre les difficultés, parents-enfants, les difficultés, c'est celle-là. On ne fait pas des enfants pour soi. On les fait par accident. Bon, enfin, c'est un autre problème. Les enfants sont là avec leur nature. Et chez nos enfants, leur nature est toute différente. Malheureusement, un petit peu tournée vers l'artiste, c'est-à-dire un peu l'immatériel. Mais ils sont très différents. Mais c'est à ma femme qu'ils doivent à ce couple-là. Et que c'est elle qui était plus proche. Parfois, je lui reprochais d'avoir été trop proche, trop tendre. Et moi, trop définitif. Car quand je suis définitif, c'est à défaut d'autre chose. Tout se discute. L'humour bien pratiqué, c'est une habileté, c'est un système pour avoir l'air de dire sans avoir dit. Le petit qui est au fond de cette empreinte de pas. Je ne savais pas au départ quand j'ai fait ce dessin-là. C'est ça ma chance. C'est d'avoir une idée de quelque chose, puis de rentrer dedans, et puis petit à petit, ça prend une force. Mais il ne faut pas que cette force écrase l'homme. Le dessin choisi, là, c'est dur. Mais à partir du moment où on dit c'est pas grave, c'est de l'humour, moi ça me fout en rogne. C'est grave parce que c'est dit sous cette forme-là. Avant, il y avait des dessins où il y avait écrit en dessous sans légende. C'était des pages de bande de dessins. Maintenant, ça n'existe plus.
tous les dessins sont des dessins dits politiques. Parce que là, on a un homme. Hein. Charlie Hebdo, c'est quelqu'un. Ils savent dire les choses, ils n'ont pas peur. S'ils ont des ennuis, ils les appellent les CRS pour protéger la baraque. Donc, ça tombe bien. Il y a les jours où ils leur crachent dessus, puis les jours où ils les appellent pour se protéger. Ça, on connaît ce genre de choses. Il n'y a pas que pour faire des conneries de ce genre. Sans doute, je les pratique aussi. Mais la vérité est plus compliquée que ça. Plus complexe que ça. Pour comprendre l'autre, sans lui faire de mal, il faut déjà avoir conscience du mal qu'on peut lui faire. L'autre existe. Il ne faut pas en faire une victime pour en faire soi-même un héros. L'humour de l'émission du temps de Jacques Martin, je l'ai pratiqué, ce genre accabler l'autre. Micro-cachette, là, où je ne sais pas quoi, c'est dégueulasse. Bon, dire des choses, dire à quelqu'un qu'on ne l'aime pas. C'est une chose, mais se moquer de manière c'est accepter qu'il existe déjà. C'est cette moquerie dans laquelle il ne fera rien. Et on va dire qu'elle est habile, en plus, c'est pas vrai. Alors vous avez, c'est vrai, vous servez de votre crayon pour développer cet humour et votre vision de l'humour et donc votre vision de la vie et de la société. On va recevoir quelqu'un qui utilise son crayon à une toute autre fin, mais je crois que vous vous retrouvez bien quand même dans l'amour. C'est Malel, Malel qui va faire son entrée sur le plateau. Donc Malel, il est beaucoup de choses. Il est dessinateur, il fait du vitrail, il fait de la tapisserie et puis il fait de la peinture. Malel, bonjour. Bonjour. Je ne vous présente pas Pierre. Bonjour. Malel qui a une exposition à Paris, au couvent des Dominicains. Je cherche l'adresse, Faubourg Saint-Honoré. Voilà, une exposition qui s'appelle Passeur de joie. J-O-I-E. On va en parler dans quelques minutes, Malel. Je voudrais d'abord savoir quand vous avez perçu cette première partie d'émission avec un homme certes âgé, mais alors à l'intérieur, il y a un petit homme bouillonnant et bien vif qui n'est pas du tout âgé. Ce que j'ai aimé, c'est quand Pierre m'a parlé de deux mots. La personnalité est complexe, et on voit dans tout ce qu'il a dit, dans toute son expérience, et la fragilité. Et quand il a évoqué le pape François, je crois qu'on vit à une époque, aujourd'hui même, où pour accéder à la joie, on va tenir compte de la fragilité des êtres humains, dont a parlé Pierre, dont il vient de faire l'expérience quand il a évoqué son cancer et les gens autour de lui, et la complexité des êtres humains. Nous ne sommes plus dans une époque avec des yaka et des il faut, et nous allons profondément tenir compte de la fragilité et de la complexité de chacun. Vous avez un petit peu, vous le rejoignez dans... Non, mais la question c'est, tu crois que les technologies en cours aujourd'hui laissent de la place encore pour cette liberté, oui. cette oui, je connais par fragilité. exemple une chaîne de prière qui existe avec les portables, où pour donner du courage, pour être présent très régulièrement dans la journée, plein de personnes sur une chaîne de prière utilisent leur portable pour aider une seule personne dans un hôpital. Et la personne pouvait témoigner que tous ces SMS la portaient. Oui, tu me parles de quelque chose qui m'irrite un petit peu, tu vois, parce que quand j'entends ça, je trouve que les moyens de communication dont ils se servent sont faits pour un autre message que celui-là et adapter ça. C'est à nous à le prendre. Vous ne croyez pas qu'il faille détourner, au contraire, comme dit Malel, tout ce qui est Internet, les portables, tout ce qu'on veut, les tablettes enfin, Malel est dans une vraie évangélisation, quelque part, par son œuvre. Hein. Tout son art est tourné vers ça. Surtout quand on fait du vitrail, ça laisse quand même... voilà, c'est assez parlant. Mais ça laisse passer la lumière. Oui, voilà. Mais c'est pas idiot, finalement, de prendre ce qui fait la vie d'aujourd'hui. Je disais que j'étais différent. C'est tout, c'est acceptable. Parce que l'éloge de la fragilité, ô combien je suis d'accord avec toi, c'est effectivement... et ça arrive à être merveilleux, d'ailleurs, d'être fragile. Hein. Je crois que la tendresse, à ce moment-là, est aussi d'une fragilité. On dit que les hommes ne pleurent pas, enfin, tu vois, ce genre de conneries-là, mais en définitive, c'est vrai que la fragilité, ça est une émotion. La fragilité, c'est quand on se laisse aimer. Et il faut peut-être devenir fragile un jour pour se laisser aimer. Avant, on envahit l'autre. Oui. On l'aime. Oui, mais lorsque tu es attaqué sur des points où ta fragilité va faire trembler les certitudes ou le château fort dans lequel tu as construit, mais par les circonstances de la vie, il faut que tu en triomphes.
c'est là où fragilité et ambition, ou fragilité et provocation, il y a un choix. Enfin, il y a ce besoin de réussir, ce besoin, dans la tendresse, dans l'affection, dans la famille, combien d'erreurs sont commises alors qu'on croyait bien faire. Alors, ces chaînes de prière, moi, ça me gratte un petit peu. Oui, parce que c'est pas votre truc, c'est voilà, pour ça. Mais le thème de la joie, ça vous parle quand même, passeur de joie. Et se partage. Hein? La joie se partage. Voilà. Je crois que c'est ce que vous faites avec cette exposition. Donc, il faut quand même expliquer. Il y a le lieu, c'est les couvents des Dominicains. Donc, les Dominicains sont présents. Il y a un artiste qui est Malel. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, Piem, les parcours alpha, qui sont des parcours qui se font en soirée, assez courts, hein, en général de 7 à 10 semaines, de redécouverte un petit peu de la foi pour des gens qui voudraient redécouvrir un petit peu les fondamentaux de la foi catholique. Et donc, les parcours alpha, dans le cadre du couvent des Dominicains, on fait appel à Malel pour faire une exposition sur la joie. Hein, voilà, c'est à peu près bien expliqué. Je crois que l'artiste aujourd'hui, vous êtes deux artistes très différents, l'artiste a quand même des choses à dire à nos contemporains. Aujourd'hui, Malel, lui, veut parler de la joie. Et on va voir ça c'est l'affiche qu'on vient de voir passer, avec des couleurs toujours très vives, très éclatantes, très lumineuses. Qu'est-ce que Malel essaye de dire sur la joie? Et après, je vous pose la même question, Piem. Avec la joie, d'abord, le Christ, dans l'évangile de Saint Jean, il nous propose bien, il nous dit qu'il nous donnera sa joie et sa paix. Nous ne pouvons pas laisser notre époque simplement dans l'errance, dans le doute, dans tout ce qui est mortifère. Et quand on élève un enfant, on lui promet une forme de joie. On va l'amener à sa joie, qui est la découverte, qu'on voit là. Voilà, qui est la découverte de tout son potentiel. Aujourd'hui, il faut que les chrétiens, il faut que les peintres, il faut que ceux qui écrivent disent quelque chose. Je crois que nous sommes appelés au courage de dire profondément quelque chose. Et nous sommes appelés à parler de l'amour, de nous laisser aimer, et la joie en est une des composantes. Si nous n'avons pas le courage de parler de la joie, à quoi ça sert d'avoir des enfants? Voilà, ça sert à rien. Ce thème de la joie, vous l'avez travaillé, Piem, vous? Ça vous parle comment, ce mot-là? J'ai toujours été joyeux. Je vous demande si vous l'avez travaillé. Non, c'est elle qui m'a travaillé. Ah, c'est joli comme réponse. Il est fort. Il est très fort. J'ai l'impression que un artiste comme Piem, donc on est dans l'humour avec un trait très simple, c'est un faux naïf, hein. Il dit souvent partout qu'il est naïf, mais c'est un faux naïf, soulève des questions, que les artistes comme Piem sont là pour soulever les questions, et qu'un artiste comme vous, Malel, était là pour apporter une tentative de réponse. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous vivez tous les deux? Vous avez l'impression quand même de pointer les problèmes du doigt dans votre métier, Piem? Dès le début de mon existence, j'ai toujours bien vu qu'il y avait des problèmes à résoudre, qu'il y avait des vies à vivre. Mais comme dessinateur, on est bien d'accord que vous êtes là avec votre ongle à gratter un petit peu pour enlever les couches. Je suis dessinateur parce que comme ça, je ne suis pas dessinateur. La moyenne des gens, on dit d'un écrivain, il est écrivain, ça ne veut rien dire tout ça. Je suis dessinateur et écrivain en même temps. La question d'être sensible, voilà. Alors, j'ai parmi mes enfants, nombreux enfants, ceux qui restent, il y en a qui se disent artistes. Ce mot-là m'horripile un petit peu, parce que je le trouve prétentieux. Comme si c'était une catégorie différente. On était la cuisse de Jupiter, et puis voilà l'artiste. Nous sommes des êtres vivants, sensibles, traduisant nos sentiments, enfin, quand la voix, d'une certaine manière, mais ne pas les limiter à ça. Malel, vous avez le droit de le battre. Hein. C'est pas parce que c'est un vieux monsieur, il a une canne pour se défendre. Vous avez le droit de le battre si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit. Je suis parfaitement d'accord, il n'y a aucune raison. Le mot artiste ne vous plaît pas? Non, il n'y a aucune raison d'être enfermé dans l'aura de l'artiste. L'artiste n'est le gage de rien. Il vit avec les autres, il se laisse aimer comme les autres, il parle comme les autres, il a des enfants comme les autres. C'est le gage de rien. Malel est le papa de 4 filles. Voilà. Oula, et Piem a eu 6 enfants. Voilà. Oui, je sais, il est à plaindre. Marie-Joseph, qu'est-ce qu'elle aurait fait dans ces cas-là? Je vois que vous tenez dans vos mains le livre de Malel sur les grands-parents, petits-enfants. Il y a des pages qui sont cornées. Ça veut dire qu'il y a des dessins dont vous vouliez parler spécifiquement, Malel? Non, il y a un passage. Ah, c'est plutôt un texte. Oui. Lisez-le nous. Piem dit, au bord des lèvres, les mots ont laissé leur empreinte. Comprendre, consoler, conseiller, aimer. Je crois que Jésus n'aurait pas dit quelque chose de différent. Et ça reflète bien
l'aspect d'aller au-devant des autres, de s'arrêter avant de leur donner les conseils qui vont aller trop loin. Et il y a là-dedans toute la compassion, tout ce que c'est que la compréhension des autres, dans ce qu'elle a de charitable, dans ce qu'elle a pour rejoindre l'autre et ne pas lui faire du mal, comme disait Piem tout à l'heure. C'est la première fois qu'on le compare à Jésus, donc allez-y mollo quand même. Non, parce que parfois il parle de marcher sur les eaux, il dit que les grands-parents marchent sur les eaux. Et puis à un moment donné, dans le livre, il dit que quand le gâteau d'anniversaire arrive, dans la pénombre, il y a tellement de bougies que le grand-père dit « Je suis la lumière ». Jésus n'aurait pas dit quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'un artiste, pardon d'utiliser ce mot, mais vous avez tellement de choses, de cordes à votre arc, Malel, qu'on peut quand même dire un artiste assez complet. Comment vous analysez, vous, un livre comme celui-là, ou une vie plus généralement comme celle de Piem, voilà, à l'aune du dessin humoristique? Qu'est-ce que vous, ça vous dit? Comment ça vous parle? Le dessin humoristique... Ah oui, je sais, c'est pas les bons mots, je suis journaliste. La peinture colorée. Je suis journaliste, que voulez-vous? Il faut bien que je dise des choses. Non. Malel, rattrapez alors mes bourdes. Non. Le mot humour, j'entendais une fois quelqu'un dire le mot humour, ça commence comme humilité, on l'a éventuellement, et ça se termine comme amour. Il y a là-dedans et de l'humilité et de l'amour, donc on peut parler d'humour. Mais surtout, je trouve que notre époque a besoin de gens qui aient du courage de dire quelque chose, et quelque chose de positif. Et là, ceux qui liront ce livre, il y a le courage de dire des choses, et de dire des choses pleines d'espérance. Vous voyez, c'est plus facile, souvent en peinture au moins, je pense, de peindre du sang, de la violence, que de peindre la résurrection. Il y a dans l'histoire de la peinture beaucoup de crucifixions, beaucoup de larmes, beaucoup de sang. Non, mais la crucifixion sur la résurrection, c'est rien du tout. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont écrit sur la résurrection ou qui ont peint la résurrection. Je sais que c'est tout un mystère, mais souvent il est plus facile de montrer du doigt ce qui va mal que de parler de ce qu'il y a de bien chez l'autre ou de ce qu'il y a de bien en général. Et pourtant, nous avons tous besoin d'entendre des compliments et nous avons tous besoin d'entendre des choses qui vont bien. Réaction. Parfaitement raison, on a tous besoin d'avoir des compliments. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu, pendant que j'étais en train de tenter de faire mon livre sur le cancer, ce qui était une belle aventure, humour et cancer, est rentré dans mon lieu de travail 3 ou 4 personnes qui ont été ravies de me rencontrer. Ah, je trouve ça étonnant. En même temps, ça me dérangeait. En même temps, Elisabeth était là et ça lui fait plaisir que les gens disent « Ah, on va dire, moi, ce soir, il ne va pas râler. » Et moi, en même temps, je me disais « Mais j'ai toujours fait ça. Enfin, ce n'est pas extraordinaire. Ce que je fais, ce n'est pas extraordinaire. Mais ça mérite d'être extraordinaire. Par les circonstances actuelles, je ne vais pas demander à Ruquier de venir me faire un dessin, non. Nous n'avons pas le même projet de vie, c'est tout. Je ne l'accable pas, ce pauvre homme. Bon, qu'il n'en abuse pas quand même. Mais nous avons... enfin, moi, j'étais content de voir ces gens pour lesquels j'existais. Et ils ont raison. Ils ont raison que j'existe. L'art est relationnel. Et dans ce qu'il dit, l'art est relationnel. Absolument. Donc jamais l'artiste ne doit être laissé seul, il n'a pas vocation à être seul et il envoie des petites bouteilles à la mer, que ce soit avec une peinture, avec un dessin, avec un texte, et il appelle profondément à la relation. Mais alors comment ça se passe pour vous exposez, donc on l'a dit, au couvent des Dominicains, donc des peintures, il y a beaucoup de sujets, il y a aussi bien des Christ que des enfants, que des portraits, beaucoup d'eau aussi, parce que c'est un thème qui vous tient à cœur. Le retour se fait comment pour vous ? Parce que vous n'êtes pas en permanence dans la galerie à attendre que les gens viennent vous voir en vous disant « Ah, le tableau numéro 23, j'ai beaucoup aimé ». Comment se fait le retour pour vous, cet échange dont vous parliez? D'abord, dans une exposition, on peut être présent à un moment donné. Vous l'êtes sur celle-là? Je le serai, à certains moments. À certains moments. On distribue des cartes postales et l'important, ce n'est pas forcément d'avoir un retour sur soi, mais quand on imprime des cartes postales, par exemple, ou des livres, quand quelqu'un prend une carte postale et l'envoie à sa grand-mère, l'envoie à sa fiancée, ce que vous avez fait, vous avez contribué un tout petit peu à être justement relationnel, à être un lien entre deux personnes. À être passeur de joie. À être passeur de joie. D'accord. Et là, il a bien précisé, hein, la grand-mère et la fiancée. Je pratiquais une formule qui simplifie tout ça et qui vibre. Je dessine ou j'ai dessiné devant les gens. C'est-à-dire, la feuille est blanche et de ce blanc,
il va apparaître quelque chose. C'est un piège à con, parce que je sais bien où je vais aller. Mais au début, pour le public, puisqu'il s'agit d'un partage, et on ment au public. Qui ne ment pas au public, hein? Bon, on est envahi de ça. Ça va encore marcher très bien avec les élections, là. Donc, la feuille est blanche, blablabla. Je parle, je suis vivant, je parle. Et j'ai dit, ben voilà, il y a un monsieur, et il y a le monsieur. Et puis, un autre monsieur, et ils marchent. Ils se racontent leur vie, parce qu'ils se sont connus dans le lycée. Et alors, toi, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que... Bon, et blablabla. Et je fais une espèce de falaise d'un côté de la feuille, qui brusquement dans le vide, et eux, à force de parler, ils sont partis, ils sont dans le vide, à se parler. Il y a donc une démarche dans laquelle petit à petit se construit le cru. Moi, j'ai presque plus rien à faire, hein. Mais si j'en rajoute, et l'un lui dit « et Dieu ». L'autre dit bah, « écoute, si tu ne crois pas, c'est foutu ». Compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve. Donc il y a cette démarche qui consiste à faire... Et c'est la véritable... Les premiers dessins, Lascaux et compagnie, ou l'écriture égyptienne, c'est l'image. Et à travers l'image, elle prend forme, elle devient quelque chose. Et c'est le public qui participe, qui a le sentiment en même temps que lui-même, il a vécu cette aventure. Celle donc, entre la chose finie et puis la chose évolue. C'est-à-dire... Et ça marche très bien. Enfin, je dis ça marche parce qu'il y a des ficelles, comme dans toute aventure. Mais il y en a un qui a dessiné aussi sur le sable, un type un peu célèbre, quand même. Ses disciples lui posaient des questions et lui, au lieu de répondre, Jésus, il se met à dessiner sur le sable, on ne sait pas bien quoi. Ça peut être un collègue, mais il faudrait qu'il me précise quand même. Qu'il me dise de temps en temps que je suis de la même écurie. Et quand il marche sur le sable, vous voyez, quand il dessine sur le sable, il attend que les autres soient partis. Et après, il parle à la femme. Vous avez médité sur ce passage spécifique d'Évangile, Malel? C'est toujours un peu surprenant cette... Ce qui m'impressionne, je le dis, dans cette page-là, c'est qu'avant de parler à cette femme, avant de lui dire quelque chose qui la concerne elle, de très profond, qui va la rejoindre dans exactement son problème, il attend que les autres soient partis. C'est de la délicatesse pour vous. C'est la délicatesse, c'est tenir compte de sa fragilité. Il est beaucoup plus compétent que moi dans le cadre de cette émission. Hein. Le but, c'est la rencontre. Écoutons-le parler. Alors, puisque... on va regarder d'abord une œuvre de Piemme, et puis après, je voudrais qu'on ait une œuvre de Malel. Une œuvre, non. Un dessin. Ah bon. Oh là là, si à chaque fois vous me reprenez, on va pas avancer. Voilà, tenez, voilà, celle-là, parfait. Et on va les commenter chacun. Alors, on a donc un petit enfant Jésus qui vient de naître. On a Dieu le Père qui dit, en lui montrant l'univers, les planètes, le ciel, et tout ça sera à toi quand tu seras grand. Et puis une religieuse, ou peut-être la Vierge Marie derrière, qui dit « Père, vous gâtez trop cet enfant ». Ah, moi, j'adore. Vraiment, j'adore le trait. Les quelques mots, il n'y a pas grand-chose, hein, mais alors, précis, net, droit au but. Et le petit gamin avec son auréole, qui évidemment est tout content, notre petit Jésus. Malel, réaction sur ce dessin? Je crois que c'est vrai que l'enfant a tout reçu, mais il ne l'a pas pris comme une gâterie, puisqu'il a appris à ce monde ce qu'il était. Donc il ne l'a pas du tout vécu comme une gâterie. Il l'a bien utilisé, le cadeau qu'on lui faisait. C'est un dessin que vous aviez fait pour Noël, Piemme, particulièrement? Je m'en rappelle plus. Vous savez plus? Et comment vous l'analysez, vous, aujourd'hui, avec le recul, ce dessin-là? C'est un bon dessin? C'est assez vrai. Le Père veut gâter trop cet enfant. Ça vous plaît toujours? Ah oui, ça me plaît toujours. On fait des cadeaux parfois qui sont très durs à entretenir. Et je vois dans tout ça, je vois ressortir, rejaillir, réapparaître une éducation. J'ai toujours aimé mes parents, il n'y a aucun problème de ce côté-là, mais je ressens tout ce béaba que j'ai reçu. Et qui forcément a marqué ces années de... Bien sûr, après les aventures de témoignages chrétiens et bien d'autres, et de mariage et de la famille, a cassé tout ça. Mais au début, au moment de Noël, je me souvenais de ce bonheur qu'il y avait, ce déplacement en famille, à aller dans la nuit, à aller... À la messe de minuit? Oui, il y avait l'encens, il y avait toutes les techniques que ce bordel de merde d'église utilisait pour nous faire marcher comme des bêtes, oui. C'est ça la question.
c'est là où tout d'un coup j'ai dit, et j'aimerais cependant revivre ce mensonge. Mais pourquoi vous dites que c'est un mensonge? C'est juste un décorum pour habiller ce que l'humain a besoin, qu'on habille un petit peu une vérité qui est beaucoup plus nue que ça, beaucoup plus simple. J'espère que l'amour de Dieu n'a pas besoin de décorum. D'ailleurs, on a vu ce que ça donne. Non mais écoutez-le, il joue le mécréant alors que 2 jours avant son opération, il y avait quand même un prêtre qui était là pour lui donner les derniers sacrements. Ah oui, mais là c'est formidable. Là, c'est pour ça que j'ai écrit à mon copain Ringuet, je disais, je ne sais pas ce qui me passe là, quelqu'un s'en occupe. Parce que je ne suis pas digne qu'on s'occupe de moi comme ça. Ouais. Je suis un bonhomme comme tout le monde. Vous étiez bien content de le voir, ce prêtre, quand même. Je peux dessiner des rayons qui descendent du ciel et qui viennent m'éclairer. Mais je le saurais quand même, en principe. Alors moi, je voudrais qu'on voit une œuvre de Malel qui parle spécifiquement de l'eau, parce que c'est vraiment un thème très important pour Malel. Vous dites notamment que la fixité, c'est la mort. C'est vrai que Jésus cloué sur la croix, c'est mort. Et que l'eau, voilà, on a une rivière, là, par exemple, toujours très, très en couleur, très colorée, mais on comprend en même temps très bien qu'on voit une rivière, donc c'est toujours en mouvement, et c'est ça qui vous intéresse. Vous, c'est l'eau, le mouvement. Mais avant que vous nous en parliez, je voudrais le retour de Piem sur ce dessin, sur comment vous l'analysez avec votre culture, votre mauvais caractère et votre mauvaise foi. Ben, je pense que l'eau, c'est la vie, de toute façon. Il n'y aurait pas de vie sans eau. Et je l'apprécie. Et en plus, elle occupe l'espace. Et puis il y a une fécondité, hein. On sent que là, on est vraiment dans la fécondité, dans la fécondation, j'allais dire. Malel, vous nous dites 2-3 mots sur cette thématique de l'eau qui traverse les œuvres qu'on voit là actuellement. Bien, pendant l'été, je prends des bottes ou des cuissardes et je vais au milieu de la rivière. Je plante mon chevalet et dans les tourbillons de l'eau... Vous peignez dans l'eau? Je dessine. Sérieux? Sur la toile. Donc quand ce sont des grandes toiles, parfois le chevalet se casse la figure et la toile part dans la rivière. Mais en général, donc, je dessine dans la rivière, puis après je peins dans l'atelier. Mais je dessine sur la toile. Mais qu'est-ce que je vis à ce moment-là? C'est que l'eau bouge et que l'eau promet de tout emmener. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle va. On est au milieu de la rivière, elle emmène tout. Et c'est ça ce que l'on vit on a l'impression que vous parlez du temps. Vous Oui. parlez de l'eau, mais on a l'impression que vous parlez du temps. Eh bien, faisons confiance au temps, faisons confiance à l'eau. Ne dessine pas l'enfer, s'il te plaît. Mais on ne sait pas s'il y a quelqu'un en enfer. Peut-être existe-t-il, mais on ne sait pas si quelqu'un y est. C'est étonnant d'aller au milieu de l'élément comme ça, sur une rivière, un paysage. On voit plein de peintres qui peignent des paysages dans le lieu. Mais une rivière, je n'avais jamais entendu parler de ça, Malel. Mais le thème de l'eau, c'est aussi rappeler que l'Esprit Saint nous bouge en permanence et que donc nous n'avons pas à uniquement être fixés sur le passé, sur ce que les autres ont fait, sinon ça serait nier ce que l'Esprit Saint fait pour nous aujourd'hui. Il murmure des choses complètement différentes, comme l'eau, en permanence, qui bouge, qui est toujours nouvelle. Elle part de la source, mais elle est toujours nouvelle. Elle ne revient jamais en arrière. Alors, donc, dans la peinture, nous avons à faire confiance à notre génération et à celle d'après, parce qu'on ne répétera pas ce que les autres ont fait. Chaque époque est nouvelle. Et il faut avoir confiance en ça. Il faut dire aux jeunes, n'ayez pas peur d'être nouveau. Qui dit eau dit feu aussi. Vous travaillez beaucoup sur les éléments naturels et il y a un tableau qui s'appelle L'homme qui va vers le soleil. Il n'est pas allé au milieu du soleil pour le peindre, je vois la question d'ici. Voilà, on l'avait déjà vu passer très rapidement tout à l'heure. On a ce chemin, un paysage, on ne sait pas si c'est de la neige, en tout cas il y a de la montagne, il y a des sapins. Et cet homme qui marche sur une sente comme ça, qui on ne sait pas où ça mène d'ailleurs, à la montagne peut-être qu'on voit au fond, et puis ce soleil bleu sur ce ciel jaune. Ce que vous vouliez exprimer avec cet homme qui va vers le soleil, c'est quoi, Malel? C'est là où je rejoins les parcours alpha, où je suis heureux de faire cette exposition avec eux, c'est que l'homme est en marche. Et les parcours alpha apprennent ou proposent à des recommençants, à des personnes qui n'ont pas entendu parler de Dieu, à des jeunes, à des couples, de se mettre en marche et d'aller vers la lumière. Donc d'aller vers du positif, vers de l'espérance, et de leur dire, il n'y a pas de raison de désespérer, il n'y a pas de raison d'être seul sur cette terre. Tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul, et ensemble, vous allez marcher vers quelque chose qui vous rendra joyeux. Donc, c'est l'aspect d'en parler ensemble. Ça vous parle, tout ce que dit Malel, Piem? Un peu trop, même. Ah bon? C'est-à-dire? Oui. Je me sens nul. Ah bon? Mais pourquoi donc? Alors, d'abord, je crois qu'il faut commencer par aller voir l'expo de Malel. Ce sera peut-être une première initiation. Tant qu'à faire, je pense qu'il faut l'embaucher dans les parcours alpha, là.
Là, je ne sais pas s'il y en a, parce que vous habitez au nord de Tours, à Notre-Dame-d'Ouez. Oui. Voilà, dont il est citoyen d'honneur. Je ne sais pas s'il y a des parcours alpha près de chez vous, mais il n'est jamais trop tard pour redécouvrir une foi, finalement, qui, on l'a bien compris, vous a été présenté un peu à la hussarde quand vous étiez gamin. Et c'est difficile de décoller de la manière dont on a reçu la foi enfant. C'est vrai que c'est un peu comme ça. J'aurais peur. Peur de quoi? Comment on disait, oh là, de quand t'es gnangnan, acquis d'avance à la cause. J'aime dans le dur. Oui, il vous faut du décoiffant, du décapant. Voilà. Voilà. Moi, je crois que vous êtes fait pour ça. Je pense que dans ces cas-là, Pierre est fait pour le parcours alpha. Ça me rassure. Vous allez bien vous entendre avec Jesus quand vous vous verrez, je pense. Hein. Côté décapant, je pense que ça va être super. Je pense que Pierre prendra son crayon et fera, en voyant Jésus, il en fera son visage où il lui dira quelque chose que sans doute Jésus n'a jamais entendu avant. Alors, ah oui, tiens, vous lui direz quoi? C'est ce que... la réponse de François Mitterrand, Dieu sait si... Qu'est-ce que tu diras? Enfin, je sais. C'est ça. Et la curiosité du savoir... Je vous ai dit que mes deux préférés étaient des poètes. À partir du moment où étaient des poètes, Ringlet et Bessières. À partir du moment où je définirais, je rendrais concret leur poésie, je casse le discours. Donc, face à des choses abstraites, je ne peux pas répondre des choses concrètes parce que je les limite à leur présence. Il y a des choses... Il y a Dieu. C'est pas mal comme concret, comme abstrait, non? C'est concret ou c'est abstrait, Dieu, Malel? Ça restera un mystère, mais c'est un mystère dans lequel, comme dirait Pascal, il faut se jeter dans ses bras. Il faut se jeter dans les bras de ce mystère. Ça me fait penser au livre de Piem, qu'il a fait un livre sur Dieu, qu'on s'appelle Dieu et nous. Et donc, il y a une banderole, il y a des gens qui manifestent, et puis il y a une banderole, c'est marqué « Assez de mystère !» Je trouve ça très drôle. Oui. Je voudrais qu'on regarde une dernière œuvre de Malel, qui est en fait l'œuvre qui sert d'affiche, qui est sur un enfant. Oui, Piem. Dieu. Oui. Dieu, dans le livre en question, oui. Dieu va bien sourire, c'est simplement les occasions de sourire qui lui manquent. Voilà ce que j'aime. Allez, une dernière fois, une œuvre de Malel, donc c'est l'œuvre qui donne tout le ton de l'exposition. Voilà. Alors là, on a un enfant, tout au milieu de l'affiche. J'allais dire tout perdu, mais c'est peut-être pas ça du tout. Ce que l'on ne voit pas très bien sur l'image, c'est que sur la gauche, il y a... une maman. Un adulte. Et que cet adulte qui se met en retrait est celui qui a amené l'enfant sur le chemin et qui l'a laissé faire le dernier bout du chemin. L'enfant va au bout de son chemin et là, il est mis devant tout le potentiel de sa vie et le potentiel qui est lumineux, qui est au milieu de toutes les difficultés qui, de toute façon, arriveront dans sa vie. Ce potentiel est lumineux et il le reçoit d'en haut, il le reçoit de Dieu, il le reçoit d'un autre que lui-même. Et dans le livre de Piem, quand on parlait de la relation entre les petits-enfants et les grands-parents, je crois que c'est la relation qui nous libère et c'est quand nous sommes en relation avec les autres que nous serons heureux. Et là, sur cette peinture, c'est l'adulte qui apprend à l'enfant à être relationnel. C'est comme ça que l'enfant sera heureux et comme tout adulte sera heureux. Et il n'y a pas d'adulte qui ne soit pas appelé à la lumière ou à l'amour. On peut tous être aimés. Ça, c'est une jolie phrase pour terminer l'émission. Vous êtes d'accord? Absolument. Piem. Le relationnel, c'est le contraire de ce qu'on pratique aujourd'hui. Je vous remercie tous les deux d'être venus partager vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos coups de sang. Ah, il y a un gros coup de cœur de Piem pour Malel et vice-versa. Hein. Ils vont s'offrir les cannes, les je sais pas quoi. On va vous laisser une qui va aller voir l'expo de l'autre. Vous allez les rendre visite à Piem en Touraine, quand même. Voilà. Je reprécise, donc du 4 au 22 avril. C'est votre exposition, Malel, donc une trentaine de peintures et aussi de tapisseries, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Au couvent des Dominicains, vous vous ruez à Paris au 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est dans le 8e, vous trouverez facilement. Et donc, il y a cette exposition Passeurs de joie, mais il y a aussi tout un tas de livres que Malel a pu faire si vous ne pouvez pas vous rendre à Paris. Et puis, il y a le site internet, je tiens quand même à le préciser, parce qu'il est assez complet, ça permet d'avoir une idée très complète de ce que vous faites. Piem, il y a tous les albums, mine de rien, parce que celui-là, c'est une réédition, mais il y a tous les autres, c'est au Cherche Midi, petits-enfants, grands-parents,
mode d'emploi. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, je ne sais pas si ça vous a fait pareil, mais moi, en le lisant, je me suis dit, ah ben ça, c'est mes parents. Ah ben ça, c'est mes parents. Ah ben ça, c'est mes parents. Je ne sais pas si vous avez réagi pareil. Ou c'est moi plus tard. Ou c'est moi plus tard. Mais c'est assez terrible, en fait. Malheureusement, c'est voilà. Tous nos petits travers qui sont, plein de dedans. Et c'est plein de promesses. Hein, sourions de vivre. Sourions de vivre. Sourions de vivre. C'est une belle devise, ça. Mon expérience récente fait que quand on en sort, sourions de vivre. Eh bien, monsieur le miraculé, qui se sort d'un cancer à 90 ans, moi, je vous souhaite de vivre encore longtemps et de garder cette pêche et cette colère et cette mauvaise foi qui vous tiennent debout. C'est un vrai bonheur. Mais ça ne veut rien dire, ça. J'ai déjà vécu ma vie. Ouais. La défaite. Et quand on a un surplus comme ça, on en profite. Je vous remercie beaucoup, Piem. Je vous souhaite un bon retour en Touraine. Malel, une très bonne expo. Grand succès. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.